Bonjour à tous, bienvenue sur ce second webinaire sur la thématique de la CSRD et plus particulièrement sur la thématique de la double importance. Pour nous présenter rapidement, donc, je suis Alexandra, chargée de projet au sein de Edouard Associés et je suis accompagnée de Maxence, responsable RSE, donc également au sein de Edouard Associés. Alors, à la fin de ce webinaire, on vous propose un temps d'échange de questions-réponses. Alors, bien entendu, si vous avez des questions pendant la présentation, il y a le chat qui est ouvert en permanence. Donc, aucune question ne restera sur le côté. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être participants. Vous êtes plus de 100 inscrits, des dirigeants de société, des responsables RSE. Et aujourd'hui, on va aborder, plus dans le cadre de la CSRD, un point bien spécifique qui est la double matérialité, la double importance, comme l'a dit Alexandra. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour ceux qui n'étaient pas présents à notre premier webinaire, on est une société de conseil financier et extra-financier. On est basé à Lyon et on accompagne les organisations dans leur mise en conformité CSRD depuis l'arrivée de la directive CSRD qui a été adoptée en janvier 2023 par la Commission européenne. On a à date plus de 230 clients, on a 350 missions réalisées. Et on va rentrer, contrairement à notre dernier webinaire qui était beaucoup plus générique sur la CSRD, aujourd'hui c'est un petit peu plus de méthode, vraiment sur le concept de la double matérialité et les grandes étapes. Et je pense que j'aimerais d'abord commencer en guise d'introduction à prendre ce sujet avec un petit peu d'humilité, puisque comme vous le savez tous, la double matérialité, c'est un sujet qui est assez récent. Comme on l'a dit, la norme a été adoptée en janvier 2023 et il n'y a pas une méthode de double matérialité. C'est-à-dire que les normes vont définir des concepts, un cadre méthodologique, mais j'ai rencontré plusieurs consultants, plusieurs cabinets, chacun a sa propre interprétation. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est notre méthode en interne, mais il y a d'autres méthodes et je vous laisse découvrir en tout cas ce que nous, on vous propose dans ce cadre-là. Un peu de contexte quand même, si vous êtes là, je pense que vous êtes déjà bien au fait de la CSRD, mais ce qui nous arrive, en tout cas ce qui arrive aux grandes entreprises d'une certaine taille, c'est la publication d'un rapport extra-financier normatif. Vous êtes concerné selon deux ou trois critères. Voilà. Soit vous êtes une entreprise de plus de 250 employés, soit vous avez un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros, ou un bilan total assets actif au-dessus de 50 millions, et vous avez l'obligation de publier un rapport extra-financier qui sera normatif selon un certain nombre d'indicateurs, et on parle de la publication en 2026 sur l'exercice 2025. Ok. Donc on a encore un an et demi, et il y a un enjeu à engager la démarche RSE, en tout cas de conformité CSRD, vous allez le voir assez rapidement, puisque c'est dense. C'est dense, hein, on parle de 300 pages de normes, on parle de 12 thématiques, avec des thématiques, comme vous connaissez, hein, sur les thématiques RSE classiques, les aspects environnementaux, les aspects sociaux, les aspects de gouvernance. Et l'objectif de la double matérialité, ça va être de prioriser ces sujets, en tout cas les sujets qui ont du sens par rapport à vos activités. Ce qui est assez important à prendre en compte, ici je ne parlerai pas de RSE, je parlerai vraiment de conformité CSRD, de conformité extra-financière, dans le sens où le rapport sera audité par votre commissaire aux comptes. Votre commissaire aux comptes va vérifier que vous respectez bien les exigences fixées par les normes, un certain nombre d'éléments de conformité, entre autres la double matérialité. Donc la double matérialité, c'est un processus dans lequel on va identifier les impacts, les risques et les opportunités de votre société. Et ce processus doit être déclaré dans votre rapport et va être vérifié par votre commissaire aux comptes. De manière chronologique, comme on se l'est dit, si vous êtes dans la catégorie des grandes entreprises, en même temps que votre classe fiscale, vous publierez en mai votre rapport extra-financier, mai 2026 pour l'exercice 2025. Ce rapport doit comprendre les données N et N-1, donc les données 2025 et 2024. Et si on se place en début de chaîne, voilà, là on est en avril, si vous vous engagez sur une mission de conformité CSRD, la première étape, c'est de faire une évaluation de double importance, de double matérialité, et on se donne à peu près, nous, 7 mois, en tout cas, entre 5 et 7 mois pour accompagner une société de A à Z jusqu'à la production d'un premier rapport blanc, en tout cas sur cette première année avec les données disponibles. Et pourquoi est-ce qu'on commence en 2024? Tout simplement
Vous voyez ici au milieu, novembre 2024, stratégie de mise à niveau. L'enjeu, c'est que le rapport blanc sera produit dans les 7 premiers mois et vous avez ensuite un an avant la publication du rapport officiel qui sera vérifié par votre commissaire aux comptes. Vous avez un an pour mettre en place une stratégie et consolider les éléments manquants, à savoir mettre en place les politiques lorsqu'elles n'existent pas, définir un plan d'action sur les thématiques qui sont importantes et stratégiques pour votre société, fixer des objectifs, et ça on va le voir un petit peu plus en détail. Je reviens encore sur ce qu'a dit Alexandra. Il y a un chat avec des questions. Donc, certes, on fera un Q&A à la fin. Mais si vous avez des questions qui viennent au fil de l'eau, on reçoit les notifications. Donc, je peux éventuellement prendre quelques questions au fur et à mesure de l'avancement. N'hésitez pas, posez vos questions. Bon, le terme double matérialité ou double importance, c'est une terminologie qu'on entend un petit peu partout. De manière très simple, ça veut simplement dire la société doit évaluer les sujets de durabilité, les sujets RSE, qui sont importants, qui sont matériels. C'est ça que ça veut dire, un matériel, ça veut dire important, important pour votre organisation. Et on parle de double importance, puisqu'on va évaluer dans votre société tous les sujets de durabilité qui sont importants à la fois d'un point de vue impact, incidence, c'est-à-dire, on va prendre l'exemple de la pollution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes une société qui a un impact sur la pollution qui est très fort? Est-ce que vous avez beaucoup d'émissions de carbone? Est-ce que vous consommez beaucoup d'énergie? Voilà, c'est vraiment l'impact que vous pouvez avoir d'un point de vue social et environnemental. Et un autre aspect d'importance, c'est l'importance du point de vue financier. Dans quelle mesure est-ce que les impacts que vous pouvez avoir sur la société peuvent représenter un risque financier? Je donne un exemple, on va rentrer un petit peu dans le détail. Aujourd'hui, vous avez une problématique je caricature avec l'exemple le plus illustratif. On parlait de Nike il y a encore quelques années. Impact sur la société, travail des enfants en chaîne de valeur amont. Ça, c'est un impact négatif d'un point de vue social. Cet impact peut se retourner sur la société d'un point de vue financier à travers un scandale qui nuit à la réputation de la société et qui fait baisser les ventes. Donc, un impact environnemental social qui se transcrit en risque réputationnel qui a un impact financier. Donc là, le sujet de durabilité travail des enfants est double et est très clairement matériel et important et devra donc être inclus dans le rapport que vous publiez, le rapport CSA. Bon, ça fait un certain nombre de fois que j'emploie le mot sujet de durabilité, thème de durabilité. Concrètement, de quoi on parle? La norme, on l'a vu, il y a 12 normes. La norme ESRS 2 définit les exigences de double matérialité et la première norme liste un certain nombre de thématiques qui doivent être couvertes dans le rapport CSRD. On voit aujourd'hui qu'il y a 73 sous-thématiques. On va voir que chaque grand thème est découpé en sous-thèmes, sous-sous-thèmes. Si on regarde ici l'exemple des pollutions, la pollution c'est vaste. On peut parler de pollution de l'air, on peut parler de pollution de l'eau, pollution des sols. On peut parler éventuellement des substances extrêmement préoccupantes, les registres qui existent pour ça, de l'utilisation de microplastiques dans vos produits, dans vos approvisionnements. Tous ces sujets doivent être balayés, évalués un par un, pour identifier si oui ou non le sujet est matériel important d'un point de vue d'incidence ou d'un point de vue financier. Selon le résultat, on va pouvoir aller filtrer les indicateurs qui seront publiés dans le rapport. Si vous voyez dans ce tableau-là, pour les thématiques de pollution, uniquement pour la thématique de pollution, il y a déjà 71 points de données. Les points de données, ce sont des KPI, ce sont des indicateurs. Heureusement pour vous, tout n'est pas inclus dans le rapport. Le rapport serait trop dense. Il faut aller identifier ce qui est intéressant, prioritaire. On va rentrer un peu dans le vif du sujet concrètement. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on identifie? Ce que je vous propose, on s'est donné comme horizon 20 à 25 minutes sur cet échange de webinaire. On va regarder d'abord quelle est la méthode que nous on propose pour identifier les impacts d'un point de vue de l'incidence. Et ensuite, on regardera dans un deuxième temps l'impact financier des impacts environnementaux et sociaux. D'accord? Sur le premier aspect, le but, c'est d'identifier dans quelle mesure et où est-ce que vous avez des impacts sociaux et environnementaux. Donc, c'est une liste. Vous avez la liste de toutes les thématiques qu'on a abordées. Hein. Au total, il y a 92 sous-thèmes et sous-sous-thèmes. Donc, sur les 92 sous-thèmes, vous les passez un par un et vous identifiez, OK, en termes de pollution de l'eau, comment est-ce qu'on est? Est-ce qu'on a un site qui utilise l'eau de la rivière à côté, qui a des rejets dans l'eau? Est-ce que dans notre chaîne de valeur,
on fait appel à peut-être des transporteurs dans les pays du Nord où les conditions, notamment en termes d'heures supplémentaires, ne sont absolument pas couvertes. Ce sont tous ces éléments qu'il faut passer en revue. Et quand on parle d'incidence existante à date, mais également potentielle. Vous pouvez tout à fait estimer que voilà, dans quelques temps, il pourrait potentiellement y avoir un impact, un risque de pollution qui pourrait arriver à moyen, court ou long terme. Évidemment, si vous avez plusieurs activités, il faut faire ce travail d'évaluation, de balayage par activité, peut-être par pays, si vous avez également des sites aussi dispersés dans le monde. Ça, c'est d'abord le premier point, c'est les identifier. Et ensuite, il faut évaluer dans quelle mesure ces impacts sont graves ou non. Donc là, il y a un système qui est défini par la norme, hein, qui permet de le classifier selon si l'impact euh, est, est assez dispersé, ou en tout cas est assez important. Et une fois qu'on a identifié, qu'on a évalué, on peut déterminer si oui ou non le sujet est suffisamment important pour être intégré dans le rapport. Et si oui, il faudra expliquer tout le système de management de la société qui a été mis en place pour répondre à ces problématiques environnementales ou sociales. Sans rentrer trop dans le détail, puisque le format tabulaire ne se prête pas forcément au webinaire, mais ici c'est plutôt un canevas méthodologique. Concrètement, je récap ce que je viens de dire hein, de manière chronologique. Vous identifiez chacun des thèmes, pollution de l'air, pollution de l'eau. On va rester sur le thème de la pollution aujourd'hui qui va nous guider sur tout ce webinaire. Vous listez les impacts et ensuite vous évaluez la gravité de ces impacts à travers l'ampleur et l'étendue. Donc l'ampleur, c'est dans quelle mesure est-ce que vous polluez? Vous êtes un gros pollueur, vous êtes un petit pollueur. Et l'étendue, c'est dans quelle mesure est-ce que la pollution est concentrée ou pas. On parlait de la pollution de l'eau, par exemple, tout à l'heure. Si demain, votre société fait des rejets polluants dans l'eau, évidemment, et que le cours d'eau se répand et ensuite se disperse sur les différentes nappes, il y a évidemment un enjeu de dispersion qui est important. La finalité, c'est d'arriver ensuite à un score, selon un seuil qui sera déterminé ensemble, selon est-ce que l'impact est critique, significatif ou important. Et la réglementation, les normes ESRS disent que tous les sujets qui sont considérés ou critiques, ou significatifs, ou importants, doivent être inclus systématiquement dans le rapport. Et vous pouvez omettre en revanche les sujets considérés simplement comme informatifs ou minimales, selon le score de gravité qu'on aura calculé à travers l'ampleur et l'étendue. D'accord? Ça va faire beaucoup d'informations, puisqu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, hein, je rentre vraiment dans la méthode, et c'est pour vous montrer de quoi on parle quand on parle de double matérialité. Le sujet est bien dense. Ça, c'était la première partie, les impacts, les incidences que votre société a. Maintenant, dans quelle mesure toutes ces incidences qu'on a identifiées peuvent avoir une incidence financière, à travers un risque financier. Okay. Cette étape-là se divise en deux étapes, à la fois les dépendances de votre société et à la fois les risques et les opportunités. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, vous pouvez avoir des risques financiers dans votre société si vous êtes dépendant de certaines matières premières. Donc l'exemple de dépendance a tout à fait sens aujourd'hui, c'est de se dire, dans votre activité, dans vos approvisionnements, vous êtes dépendant de certains matériaux, de certaines matières premières qui peut-être dans X années, court terme, moyen terme, long terme, ne seront plus disponibles. Donc là, il y a un vrai risque financier en termes de continuation de l'exploitation aujourd'hui des ressources que vous avez. Et si ce n'est pas un arrêt de production, on peut évidemment parler d'impact en termes de coûts. Donc ça, c'est le premier point à balayer. C'est identifier dans tous les risques que vous pouvez avoir liés à vos dépendances. On parlait aussi tout à l'heure de dépendance. Il y a la dépendance sociale, hein, pas que environnementale, sur des ressources. Si aujourd'hui, votre modèle économique, vous êtes un Azos, et votre modèle économique, c'est de produire des vêtements à bas coût, par définition, votre modèle économique repose sur de l'approvisionnement à de la main-d'œuvre à bas coût. Et donc forcément, vous êtes dépendant notamment du travail des enfants, de mauvaise rémunération des employés sur la chaîne de valeur amont. Et donc ça, c'est un risque à un moment donné qui peut se retourner contre vous, d'un point de vue réputationnel. Donc, encore une fois, la méthode est à peu près pareille assez similaire avec ce qu'on a vu avant. On les identifie, on les évalue en termes d'ordre de priorité, et on va déterminer si oui ou non ces éléments doivent être inclus dans le rapport. Donc encore une fois, ici on a un canevas de reporting pour chacune des thématiques. Quelles sont les dépendances que vous avez?
Et les questions à se poser sont finalement les deux suivantes, hein. Si je devais synthétiser l'approche, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait à un moment donné vous empêcher d'utiliser les ressources que vous utilisez? Donc, on peut parler de tarification. On parle beaucoup d'énergie en ce moment avec la hausse des coûts énergétiques. Si aujourd'hui votre activité dépend essentiellement de l'énergie, vous êtes dépendant de la fluctuation des prix et ça peut évidemment avoir un impact financier significatif. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il peut y avoir aussi des enjeux de contraintes réglementaires. Là, on parle de pollution. Il y a de plus en plus de normes qui sont en place quant à l'utilisation de certains, voilà, des microplastiques, de certaines émissions. Également pour le bilan carbone. Aujourd'hui, de plus en plus de sociétés se voient soumises à la taxation des émissions de carbone. Encore une fois, si vous avez des émissions qui sont significatives, potentiellement, l'arrivée d'une réglementation qui vous impose de compenser vos émissions de carbone, vous êtes taxé dessus, ça va représenter un risque financier qui va impacter votre performance financière. Et en termes d'évaluation, donc ça c'est pour les identifier, en termes d'évaluation, est-ce que ce risque est important ou pas? Tout simplement, c'est dans quelle mesure on sera encore en capacité d'utiliser ces ressources. Donc peut-être que dans les 2-3 prochaines années, il y aura encore de la ressource disponible, le prix sera encore raisonnable, mais dans 10 ans, 15 ans, on ne pourra plus exploiter telle ou telle matière première. Et donc là, le modèle économique que vous avez à date n'est plus viable. Alors Maxence, j'ai une première question. Oui. Si on a par exemple plusieurs activités au sein de l'entreprise, est-ce qu'on doit réaliser donc deux matrices de double importance si par exemple on a deux activités? Est-ce qu'il faut les mettre dans deux rapports différents ou ça reste dans le même rapport? D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment un enjeu à cartographier aujourd'hui vos activités. Donc, on travaille beaucoup avec des sociétés qui ont plusieurs chaînes de valeur. Donc, il faut répéter la même approche avec l'ensemble de vos chaînes de valeur, toutes les activités, pour identifier les risques qui peuvent intervenir sur toutes les étapes et sur toutes les chaînes de valeur. En revanche, vous pouvez réaliser un rapport consolidé niveau groupe, dans la mesure où il y a quand même une cohérence dans vos activités, mais bien découper l'identification de vos risques par activité. D'accord. C'est très clair, Voilà. merci. J'espère que j'ai répondu à la question. Évidemment, donc voilà, la finalité de l'identification des impacts, des dépendances, des risques et des opportunités, c'est de pouvoir avoir ce qu'on appelle cette matrice de matérialité avec la liste de tous les sujets selon leur niveau de priorité. Donc, importance d'un point de vue de l'incidence, de l'impact, et importance d'un point de vue financier. Vous avez ça, ce qu'on voit ici, c'est, comme on l'a dit, selon la norme, tout ce qui est considéré comme critique, significatif, important, rentre dans le champ des sujets qui vont devoir être inclus dans votre rapport. Les autres peuvent être omis dans un premier temps. Voilà. Donc, finalement, si je résume un petit peu, la finalité, c'est on fait une double matérialité parce que votre commissaire aux comptes va vérifier que c'est une étape vraiment qui a été prise en compte. Ça permet de prioriser les sujets qu'on va inclure dans le rapport et ça vous servira de base à votre stratégie de durabilité en abordant dans un premier temps les sujets qui sont prioritaires. De manière opérationnelle, comment ça se déploie? Comme je l'ai dit, voilà, première étape, vous cartographiez votre chaîne de valeur, quelles sont vos activités, quels sont vos entrants, vos sortants, vos principaux partenaires. Ça va vous permettre de balayer l'ensemble des sujets sur la chaîne de valeur. Il faut ensuite constituer une équipe en interne de toutes les parties prenantes qui sont clés pour chacune des thématiques. Donc nous, concrètement, quand on travaille avec une société, on voit, comme on l'a dit, qu'il y a 12 thématiques ESRS, eh bien, on va identifier les interlocuteurs clés pour chacune des thématiques. La problématique et l'enjeu que vous aurez en termes de collecte des données, c'est que l'information est diffuse dans la société, dans l'organisation. Donc, il faut réunir le directeur des ressources humaines pour la partie RH, directeur RSE de manière transversale, le directeur QHSE sur les sujets de sécurité des employés, entre autres, de pollution, responsable des achats pour tout ce qui est lié aux approvisionnements. Donc, c'est extrêmement mobilisant et il faut intégrer tous ces acteurs. Il y a un enjeu à aller questionner également vos parties prenantes externes et internes de manière plus détaillée. Quand on parle d'impact aujourd'hui de vos propres collaborateurs, conditions de travail, bien-être des salariés, diversité, il y a un enjeu à aller les interroger. Évidemment, ça c'est une complexité encore une fois, puisqu'il faut aller mettre en place
des questionnaires, solliciter toutes les parties prenantes. Mais heureusement, et ça, je pense que c'est une chance dans un premier temps qui nous est offerte, c'est que la norme SRS 2 nous autorise à utiliser en complément, évidemment, pas de manière à part entière, des référentiels sectoriels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des référentiels qui disent que pour votre secteur, bah voilà, industrie chimique, telle activité, votre code NAF, vous avez globalement ces principaux impacts qu'on retrouve systématiquement de manière générique dans votre secteur. Et donc ça peut aussi compléter votre analyse pour identifier des grands impacts qui peuvent servir de base à votre analyse. Voilà. Vous avez SASB, entre autres, qui référence ça. Vous pourrez aller voir sur leur site, qui s'appelle la Materiality Finder. Vous trouverez ça sur leur site web. Bien. Un peu de prise de hauteur. Concrètement, vous avez une activité, vous avez un business model. Cette activité a, de manière intrinsèque, différents impacts, différents risques, a une dépendance en certaines matières premières, certaines ressources humaines. Vous avez évalué dans le cadre de la double matérialité les impacts d'un point de vue de l'incidence et les impacts d'un point de vue financier. D'accord? Ça vous permet de prioriser les sujets que vous allez inclure dans le rapport. Et ce qui sera inclus dans le rapport, vous allez voir, c'est les politiques que vous avez en place, les actions que vous avez en place, les objectifs et les métriques. Donc, de manière opérationnelle, ce que je vous propose, c'est de suivre vraiment cette trame. Dans votre rapport, on a fait ce premier travail ensemble, vous avez fait ce premier travail de double matérialité. La question à se poser systématiquement, voilà, on a nos sujets qui sont prioritaires. Est-ce que le sujet est important? Oui, non. Le sujet n'est pas important, vous le balayez, vous pouvez l'omettre dans votre rapport. Le sujet est important, il faut l'inclure, mais là, vous avez encore un niveau de filtre. Comme je l'ai dit, il y a 1144 points de données, donc vous pouvez filtrer vraiment ce qui est prioritaire pour vous. Est-ce que vous avez une politique en place? Oui, non. Vous n'avez pas de politique. Vous pouvez déclarer, dans un premier temps, le rapport sera déclaratif, vous pouvez déclarer que vous n'avez pas de politique en place, pas de plan d'action en place, pas d'objectif défini. En revanche, il y a un engagement de votre part qui sera vérifié par votre commissaire aux comptes qui dit, voilà, nous choisissons de mettre en place ces éléments-là d'ici un an, donc pour l'année prochaine, votre commissaire aux comptes le vérifiera. En revanche, si vous avez déjà ces éléments en place, eh bien là, on va aller pouvoir pointer un certain nombre d'indicateurs sur qu'est-ce qui est contenu dans la politique, concrètement, quelles sont les actions que vous avez mises en place, quels sont les objectifs que vous êtes fixés. Ce que je vous montre ici, c'est vraiment l'objectif, c'est que vous compreniez le sens de cette démarche de double matérialité. Hein, on les identifie, on les priorise, et ensuite on filtre l'ensemble des indicateurs selon ce qui est prioritaire. Donc là, une fois que vous avez fait ce travail-là, vous avez tout en main pour produire votre rapport et collecter les données dont vous avez besoin. Et le même travail, évidemment, est à faire sur votre chaîne de valeur. Hein. Là, on parlait des propres opérations, mais il faut dupliquer ce travail de priorisation sur l'ensemble de votre chaîne de valeur, c'est-à-dire les acteurs en amont, les fournisseurs, et les acteurs en aval, transporteurs, distributeurs. On arrive vers la fin. Je reviens sur cette slide qui propose la démarche globale. Hein. En mai, vous avez le rapport à publier, mai 2026. Ça inclut les données 2024 et 2025. Vous commencez par ce qu'on vient de voir, la double matérialité. Vous identifiez ces sujets. Maintenant qu'on les a priorisés, qu'on a filtré le nombre d'indicateurs qu'il faut intégrer dans le rapport, là, on passe sur une deuxième phase de collecte de données. Sollicitation de toutes les parties prenantes internes pour aller récupérer les données qui sont dispersées dans l'organisation. Troisième étape, on fait ce qu'on appelle une gap analysis, une analyse des écarts. Donc, vous avez la norme qui définit un certain nombre d'exigences, vous avez ce que vous avez à date, et il faut mettre en évidence les points de conformité, de non-conformité, les données manquantes, jusqu'à la production d'un premier rapport avec les données à date. Et c'est justement là où on vous accompagne sur cette première étape, sur 7 mois, entre 5 et 7 mois, et ça vous laisse ensuite un an, à partir de novembre 2024, pour vous mettre à niveau, mettre en place les stratégies que vous n'avez pas, définir les politiques, fixer les indicateurs, pour que l'année d'après, donc l'année qui sera visée par le commissaire aux comptes d'un point de vue réglementaire, vous puissiez simplement mettre à jour les indicateurs et produire votre rapport qui sera conforme. Ça, c'est le concept de la démarche globale. Donc, maintenant qu'on a tous ces éléments-là, j'espère que voilà, j'ai été assez clair, mais posez vos questions. C'est plutôt moi qui vais vous poser des questions maintenant, puisque
de ce qu'on voit en tout cas de toutes ces normes, il y a une certaine complexité. Les vraies difficultés que rencontrent nos interlocuteurs, c'est d'abord de se lancer dans cette première démarche de double matérialité, puisqu'il y a 92 thématiques à évaluer, il y a une méthode à respecter, ça concerne votre chaîne de valeur entière, pas simplement vos propres opérations. Ensuite, il faut pouvoir être en mesure de solliciter tous les interlocuteurs. Il faut avoir une certaine maîtrise des normes pour être capable d'identifier là où vous êtes conforme, là où vous ne l'êtes pas, jusqu'à la production évidemment du rapport normatif. Donc, moi, ce que je vous invite à vous poser comme question et éventuellement à relayer dans votre organisation avec les dirigeants de la société, c'est où est-ce que vous en êtes à date sur votre démarche de conformité CSRD? Est-ce que vous avez des personnes qui ont pris le temps d'éplucher, de décortiquer l'ensemble des normes, de monter en compétence sur le sujet? Et si elles l'ont fait, est-ce qu'elles auront le temps? Est-ce que vous avez la capacité en interne de prendre ce sujet de manière intégrale? Et c'est là où, en général, on s'aperçoit très souvent qu'on a véritablement une proposition de valeur intéressante, puisque ce qu'on vous apporte, c'est d'abord de la compétence. Comme je vous l'ai dit, nous, la norme a été adoptée en janvier 2023, et depuis février 2023, on accompagne les sociétés sur cette mise en conformité. On a pris le temps en interne de monter en compétence sur ce sujet-là. On vous apporte de la ressource en termes de temps, là où le sujet de la CSRD est un sujet de conformité qui ne rentre pas dans vos activités courantes. Et on vous met à disposition un référent, mais principalement, la vraie valeur qu'on peut apporter aujourd'hui, c'est de la méthode et de l'efficacité. Vous avez un enjeu, peut-être il y a un enjeu de durabilité, hein, qui est d'améliorer votre performance extra-financière, mais dans un premier temps, il y a véritablement un enjeu de conformité. Donc, on vous propose, sur 7 mois, de vous accompagner, de balayer ce sujet réglementaire, qui est une obligation, qui est une contrainte, hein, avec une méthode efficace, et qui vous permettra ensuite de pouvoir avoir plus de disponibilité pour gérer vos activités courantes, là où vous avez de la plus-value, et ensuite de mettre en place une stratégie de durabilité, véritablement d'amélioration, et pas simplement de conformité. Ça, c'est la proposition qu'on a à travers la méthode que je vous ai présentée en termes de double matérialité. Merci beaucoup, Maxence, pour ce webinaire. Alors, pour tous ceux qui ont un impératif et qui doivent partir, le webinaire sera disponible en replay. Pour tous les autres qui ont des questions, le chat est ouvert. Alors, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Également, ceux qui souhaitent prendre un rendez-vous avec Maxence, je vous mets le lien vers son calendrier en chat, pardon. Alors, Maxence, quelques questions. Est-ce qu'il faut interroger toutes les parties prenantes externes? Concrètement, en termes de, si j'ai bien compris la question, comme je le disais tout à l'heure, il y a il y a évidemment un intérêt à aller solliciter de l'information au niveau de toutes les parties prenantes internes, ça c'est évident. En revanche, ça pose une certaine complexité. Donc, de manière réglementaire, à date, les normes SRS n'imposent pas la collecte d'informations auprès de toutes les parties prenantes internes. Vous pouvez simplement, dans un premier temps, évaluer ces enjeux avec le comité de direction, avec les interlocuteurs clés, sans forcément aller solliciter les parties prenantes externes, aller questionner vos fournisseurs. Mais encore une fois, j'ai envie de prendre un petit peu de recul. Il sera nécessaire à un moment donné d'aller solliciter vos fournisseurs sur des informations que vous n'aurez pas pour identifier tous les impacts que vous pouvez avoir. Ok. La deuxième question, si on ne peut pas répondre à toutes les thématiques, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne les note pas? Comment en fait on doit le noter dans le rapport? Ben, aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, toutes les thématiques ne sont pas nécessairement à inclure dans le rapport. Vous allez identifier les sujets qui sont prioritaires et selon les sujets prioritaires, vous allez inclure ces éléments ou non dans le rapport. En revanche, sur tous les sujets qui vont être omis car non importants, vous avez l'obligation de déclarer dans la première section du rapport, voilà les thématiques qu'on a identifiées comme importantes, voilà celles qui ne sont pas considérées comme importantes, étant donné le résultat de notre évaluation de double importance. Voilà. Donc, il faut expliquer la démarche que vous avez mise en place, pourquoi les sujets ne sont pas importants, et ensuite dérouler et donner, en termes d'information, tous les indicateurs qui sont visés sur les sujets de matériel. Voilà. D'accord. Et dernière question, quelle est la durée donc de notre accompagnement? Oui, mais comme je le disais, vous avez le rapport qui a publié
sur mai 2026 si vous êtes une grande entreprise. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est de balayer l'aspect de conformité sur une mission de 5 à 7 mois sur la production du rapport blanc avec les données à date. Pour qu'ensuite, en interne, ils puissent avoir un engagement en termes de mise à niveau, plan d'action stratégique sur un an, pour une production ensuite du rapport visé. Donc, si l'enjeu ici, c'est de s'engager sur ce deuxième semestre 2024 avec un premier balisage et une mise à niveau sur les 7 premiers mois. Voilà. Avec une première double matérialité comme première étape. D'accord. Nous n'avons pas d'autres questions. Si vous avez, alors vous, un peu plus tard, des questions, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit via LinkedIn ou l'adresse email de Maxence, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Et encore une fois, je vous remercie pour votre participation. Vous n'hésitez pas, comme l'a dit Alexandra, vous pouvez poser des questions. Je pense qu'il y a un intérêt à ce qu'on puisse ouvrir le sujet ensemble, voir où vous en êtes dans votre démarche, dans quelle mesure on peut vous accompagner. Donc, vous avez dans le chat le calendrier. Et puis, on vous enverrait un email avec le replay, évidemment, pour revoir ces éléments-là. Mais ouvrons la discussion. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne Merci journée. à tous. Bonne journée, au revoir.